Des quatre coins du monde, des terres exotiques du Mexique à la Colombie, des anciennes civilisations du Pérou et du Chili, jusqu'aux terres mystérieuses de l'Afrique et de l'Europe du Nord, émergent des constructions majestueuses qui défient notre compréhension. Ces œuvres extraordinaires ne sont pas seulement impressionnantes par leur dimension, mais aussi par leur complexité structurelle. Étonnamment, malgré les énormes distances qui les séparent, ces constructions partagent des éléments structurels, idéologiques et scientifiques similaires. Existe-t-il donc un fil caché qui relie ces anciennes cultures et leurs techniques de construction ? C'est très probable, et une réponse pourrait venir de la civilisation mystérieuse par excellence, l'ancienne Égypte. Ici, nous pouvons trouver de nombreux indices qui mènent à la découverte d'une époque lointaine où il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui semble cependant caché, dissimulé et difficile à accepter. Avant de commencer ce nouveau voyage aux frontières de la connaissance, abonnez-vous à la chaîne pour soutenir notre travail et suivre nos nouvelles vidéos. Dans le vaste théâtre de l'histoire humaine, il existe encore de nombreuses zones d'ombre, des questions non résolues qui attendent impatiemment une réponse. Il existe des mystères liés à des artefacts datant de la préhistoire et à des monuments qui se dressent comme des gardiens silencieux des anciennes connaissances en matière de construction. Pensez aux majestueux murs de Cusco, Machu Picchu ou Sacsayhuaman dans les montagnes péruviennes. Comment est-il possible que ces anciennes civilisations aient réalisé des œuvres d'une telle grandeur sans l'aide d'outils métalliques avancés ? Comment ont-ils transporté, érigé et emboîté ces gigantesques blocs de pierre ? Une énigme tout aussi fascinante émerge à Tiahuanaco, en Bolivie, à proximité du majestueux lac Titicaca, à une altitude de 3800 mètres. Ici, nous trouvons les vestiges d'une civilisation très ancienne, et parmi ces merveilles se distingue la Porte du Soleil, sculptée dans un seul monolithe de roche pesant pas moins de 18 tonnes. Ce monument est un joyau des civilisations précolombiennes. La grande idole n'est pas en reste. Un colosse de grès rouge de 8 mètres de haut, accompagné d'autres colosses décorés de symboles énigmatiques, qui révèlent une connaissance astronomique surprenante, y compris la compréhension de la sphéricité de la Terre. À Tiahuanaco, les archéologues ont découvert un calendrier détaillé, qui trace les positions lunaires pour chaque jour en tenant compte des coordonnées terrestres. Comment est-il possible que les habitants de cette ancienne cité aient acquis une connaissance scientifique aussi profonde ? Surtout si l'on considère leur emplacement géographique isolé. Ce ne sont là que quelques-uns des nombreux lieux mystérieux présents sur notre planète. La liste pourrait en effet être très longue. Aujourd'hui, nous allons essayer de faire la lumière sur cet ancien mystère qui concerne une grande partie du monde antique. Et pour cela, nous irons en Égypte, à une époque lointaine et oubliée. Nous, les Grecs, sommes en réalité des enfants, comparés à ce peuple qui a des traditions 10 fois plus anciennes que les nôtres. Et tandis que rien des précieuses réminiscences du passé ne survivrait longtemps dans notre pays, l'Égypte a enregistré et conservé pour toujours la sagesse des temps très anciens. Ce témoignage d'Hérodote est le fruit de la connaissance d'anciens savoirs qu'il aurait acquis lors de son voyage en Égypte, mais ce n'est certainement pas le seul témoignage provenant de la Grèce antique. D'autres grands penseurs comme Diodore, Ératosthène et Platon racontent des faits et des événements similaires et décrivent de merveilleuses dynasties de divinités. Platon, en outre, selon le témoignage de Plutarque, aurait séjourné en Égypte pendant plusieurs années auprès des prêtres d'Héliopolie, qui l'auraient initié à des savoirs très anciens. Ce que nous pouvons ajouter, c'est que, bien sûr, ces témoignages sont considérés par les historiens comme issus du mythe, des histoires inventées qui n'ont donc aucune valeur réelle. Cette conviction naît cependant d'un profond malentendu. Dans la pensée moderne, le mot mythe a en effet acquis une signification différente de celle que lui attribuèrent les anciens. Aujourd'hui, le mot mythe désigne principalement une fable ou une légende, mais pour les hommes du passé, il avait d'autres significations. Le terme mythos est au grec et signifie parole, sentence, annonce, donc récit ou histoire. Pour Hésiode, le poète grec de l'Antiquité, les récits mythiques étaient des histoires racontées de manière à pouvoir s'imprimer de façon indélébile dans la psyché des hommes, en les impliquant émotionnellement et mentalement. Et que cela soit vrai, c'est l'expérience et l'histoire même de l'archéologie qui le disent. Pendant de nombreuses années, par exemple, on a cru que la ville de Troie, décrite dans l'Iliade, était une ville mythique, donc totalement inventée par Homère.
Mais en 1871, l'aventurier et explorateur Heinrich Schliemann, en suivant les indices géographiques contenus dans l'Iliade, découvrit Troie dans l'ouest de la Turquie, près des Dardanelles. Ceci n'était qu'un exemple, mais on pourrait en citer beaucoup d'autres. Revenons cependant en Égypte et dirigeons-nous sur la rive occidentale du Nil, où se trouve le temple d'Edfu. Le temple d'Edfu est dédié à Horus, le dieu faucon né de la déesse Isis et du dieu Osiris. Il s'agit d'une construction relativement récente, puisqu'elle remonte à l'époque ptolémaïque, donc entre 237 et 57 avant Jésus-Christ. Mais il a été érigé sur la base d'un temple beaucoup plus ancien, qui remonterait à l'époque de l'Ancien Empire, donc entre 2700 et 2200 avant Jésus-Christ. Mais la particularité du temple d'Edfu ne réside pas dans son ancienneté, mais dans les inscriptions qu'il contient. Les inscriptions présentes dans le temple révèlent en effet une série de références extraordinaires au temps premier, une période gouvernée par les dieux, avant l'avènement des dynasties pharaoniques. Ce concept, considéré par de nombreux égyptologues comme mythique ou légendaire, pourrait en réalité cacher des vérités plus profondes sur la naissance de cette civilisation extraordinaire. Selon ce que nous trouvons raconté dans ces anciennes inscriptions, une civilisation composée d'êtres divins aurait en effet gouverné avant l'avènement des sociétés dynastiques égyptiennes. Ce seraient donc eux qui auraient apporté la civilisation en Égypte, enseignant l'agriculture, l'astronomie, la géométrie et d'autres savoirs fondamentaux. Après tout, si nous lisons les inscriptions présentes dans le temple d'Edfu, de nombreux indices laissent penser que les anciens Égyptiens, plutôt que d'être les créateurs de leur savoir, l'auraient en réalité hérité et transmis au fil du temps. Même la construction même de tous les monuments sacrés semblerait suivre un projet et un savoir-faire architectural qui auraient été transmis par ces êtres très anciens. Tu ne sais pas, Asclépios, que l'Égypte est une image du ciel. Il viendra un moment où les Égyptiens auront honoré en vain la divinité avec une piété sincère et un service dévoué, et tout notre culte sacré sera inutile et inefficace. Les dieux, voyageurs de l'espace, retourneront de la terre au ciel. L'Égypte sera abandonnée, et la terre, qui autrefois était la maison de la religion, restera désolée, privée de la présence de ses divinités. Le fou sera considéré comme un homme courageux, et le méchant sera estimé comme bon. Quant à l'âme et à la conviction qu'elle est immortelle par nature, ou qu'elle peut espérer atteindre l'immortalité, comme je vous l'ai enseigné, tout cela sera tourné en dérision et ils se persuaderont même que c'est faux. Sur cette chaîne, je vais en profondeur sur des sujets difficiles à expliquer. Et plus on creuse, plus il devient difficile de savoir ce qui est vraiment réel. C'est pareil avec notre argent. La bourse est complexe et difficile à vraiment comprendre. Alors je me suis aussi plongé là-dedans. Et c'est comme ça que j'ai découvert Mintos, une plateforme qui vous permet d'investir dans des prêts et de gagner des rendements de façon plus régulière. Plutôt que de prédire un marché instable, voici quelque chose que vous pouvez vraiment comprendre, contrairement aux mystères que j'aborde sur cette chaîne. Et comme vous venez par ma chaîne, vous pouvez obtenir jusqu'à 350 € de bonus lorsque vous investissez 500 € ou plus. Stable, prévisible, ça se déroule jour après jour. Vous pouvez l'analyser, le filtrer, voir ce qui s'y trouve réellement. Vous n'avez pas à deviner ce qui est réel sur Mintos, c'est réel. Le rendement moyen des prêts est de presque 11%. Mintos fonctionne depuis 2014 avec plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Y a-t-il une autre forme de vie ailleurs? Nous l'ignorons encore, mais cela, nous le savons. Jusqu'à 350 € de bonus lorsque vous investissez 500 € ou plus. Cliquez sur le lien dans la description ou scannez le code QR. Arrêtez de deviner ce qui est réel. Commencez à utiliser Mintos. De l'existence de ces rois primordiaux qui ont fondé l'ancien royaume, nous trouvons des traces dans plusieurs sources. Par exemple, nous avons les auteurs de l'époque classique qui en parlent. Mais on les retrouve aussi dans le célèbre Papyrus royal de Turin, qui est un ancien document égyptien datant de la fin de la 19e ou du début de la 20e dynastie, où sont énumérés les noms de 10 souverains primordiaux de l'Égypte antique. C'est justement l'historien grec Eusèbe qui, en citant Manéthon, prêtre du temple d'Héliopolie et gardien des archives sacrées, fait commencer la civilisation égyptienne en 30 500 avant Jésus-Christ, donc bien avant la chronologie officielle. Et la fondation de la civilisation égyptienne serait attribuée au début des rois primordiaux, qui auraient régné pendant 13 900 ans.
Mais qui étaient ces divinités ou rois primordiaux qui ont fondé l'ancienne civilisation égyptienne? D'où provenait leur sagesse? Étaient-ils des êtres venus d'un autre monde, ou étaient-ils simplement les héritiers d'une civilisation perdue et technologiquement avancée? Les inscriptions du temple d'Edfu fournissent un autre indice important. Les dieux fondateurs seraient originaires du Nil. La terre natale de ces êtres primordiaux se serait trouvée au-delà des frontières de la Méditerranée, mais à cause d'une catastrophe, l'île aurait été détruite en très peu de temps. Bien, essayons de suivre cet indice. Selon des études récentes, il y a entre 12 000 et 13 000 ans, une gigantesque météorite aurait frappé la Terre, provoquant par son impact un déplacement de l'axe terrestre de pas moins de 2000 km/s, un véritable cataclysme qui bouleversa toute la planète. De violents séismes et d'énormes éruptions volcaniques auraient été suivis d'une montée des eaux, submergeant une grande partie des terres émergées. Cet événement n'est pas nouveau pour ceux connaissant les récits mythologiques de la plupart des cultures. Même si pour certains il ne s'agit que de récits fantastiques, imaginons un instant qu'avant cet événement catastrophique, une civilisation évoluée ait existé sur notre planète et demandons-nous, y a-t-il des indices qui corroborent ce récit? Écoutons ce que raconte Platon qui, rappelons-le, s'était rendu en Égypte et avait rencontré les prêtres dépositaires de la sagesse des dieux primordiaux. Et maintenant, mon ami Timée, oublie les mythologies et écoute une vieille légende. Tu y trouveras ce qui se passe aujourd'hui et ce qui s'est produit il y a longtemps et qui mérite d'être connu. Sur le territoire que nous appelons aujourd'hui Atlantide, il y avait de puissants rois qui régnaient sur une île vaste et grande, ainsi que sur de nombreuses autres îles voisines. De plus, cette île dominait des parties du continent qui entourent notre véritable mer. C'est pourquoi, à cette époque, nous avions accès au monde entier, car notre mer se trouvait à l'intérieur des colonnes d'Hercule. Et on peut dire que ce qui est maintenant devenu une mer était alors une véritable mer. Mais Platon va encore plus loin et décrit une époque antérieure qu'il définit comme l'âge d'or, une époque où le dieu Saturne régnait comme un berger bienveillant. À l'âge d'or, bien avant que l'homme ne construise ses villes, régnait le bonheur. Saturne n'autorisait aucun homme à gouverner d'autres hommes et à causer des injustices. Le dieu utilisait pour nous gouverner les mêmes méthodes que nous utilisons avec nos troupeaux. À la tête d'un troupeau, on ne met pas un agneau, un bélier, mais un berger, un être appartenant à une espèce différente, de nature supérieure. Platon décrit une époque où le monde était gouverné par des divinités supérieures qui confiaient à des divinités mineures ou à des demi-dieux incarnés dans des corps humains la tâche d'éduquer les hommes et de les conduire à la sagesse. Ces dieux assument donc la fonction du bon berger. Ils guident de genre humain et se partagent la terre. Cela aurait engendré les dynasties divines. Pour ceux qui suivent notre chaîne, ce discours n'est pas nouveau. Nous l'avons déjà rencontré ailleurs dans le monde et dans d'autres cultures. Mais revenons maintenant en Égypte et analysons la figure du dieu Thoth. Thoth est décrit comme un être divin, né dans un pays lointain, plus précisément sur une île située à l'ouest de l'Égypte, au-delà de ce que l'on connaît aujourd'hui comme le détroit de Gibraltar, mais il y a plus encore. Les textes anciens racontent qu'un jour le soleil s'est obscurci. Il s'est obscurci à tel point qu'il a effrayé les dieux, et ceux-ci, grâce à l'aide de Thoth, ont fui par la mer vers une nouvelle terre. À ce stade, Thoth, nous ne pouvons pas nous empêcher de nous demander si ces dieux qui ont quitté l'île étaient en les Atlantes, peut-être à cause d'une pluie de météorites qui déclencha une immense catastrophe et détruisit leur nation. Ils trouvèrent ensuite refuge en Égypte, où ils avaient peut-être établi un protectorat et qui, pour une raison, avaient été épargnés ou moins touchés par la catastrophe mondiale. Il n'existe évidemment aucune preuve que tout cela soit vrai, mais même dans ce cas, nous pouvons partir à la recherche d'indices. Comme nous l'avons vu dans les inscriptions du temple d'Edfu, il était question d'une première époque antérieure aux dynasties que nous connaissons, que selon cette logique, nous pourrions qualifier de prédiluvienne, c'est-à-dire antérieure à la catastrophe mondiale qui a touché le monde il y a 11 000 ans. Existe-t-il des indices suggérant que la civilisation égyptienne est aussi ancienne ? Si nous allons sur le plateau de Gizeh, nous pouvons faire d'importantes observations.
Comme vu dans les vidéos précédentes, la Grande Pyramide est probablement bien plus ancienne que ce que pense l'égyptologie. Nous savons aussi que si une catastrophe a eu lieu il y a 11 000 ans, la Grande Pyramide doit être postérieure, puisqu'elle reste encore parfaitement alignée aux points cardinaux. Et cela n'aurait pas été possible si elle avait été construite avant, car elle aurait été déplacée à cause du déplacement de l'axe terrestre. Cependant, les pyramides ne sont pas les seuls monuments remarquables du plateau de Gizeh. Un cas au moins démontre sans aucun doute l'ancienneté du site. Le Sphinx. Ce que nous savons, et cela est également confirmé par l'égyptologie officielle, c'est que le Sphinx est plus ancien que la Grande Pyramide, et il aurait été érigé à une époque antérieure, mais de combien d'années peut-on le faire remonter ? Dans les années 90, le géologue Robert Schoch a largement démontré que le Sphinx ne peut pas avoir moins de 10 000 ans. Les traces d'érosion présentes sur le corps de la statue indiquent donc clairement qu'elle a été soumise à de fortes précipitations ou à des événements d'inondation. Ce qui ne peut pas être arrivé avant il y a 10 000 ans, c'est-à-dire avant que la plaine de Gizeh ne devienne un désert aride. Donc le Sphinx est certainement plus ancien qu'on ne le pense généralement, et il pourrait même être antérieur à la catastrophe survenue il y a 11 000 ans. À cela, il faut ajouter un autre détail important. Sur le site de Gizeh, on trouve les vestiges de ce que l'on appelle des preuves de structures de fondation et de travaux préparatoires, qui sont bien plus anciens que les pyramides. Ces structures dentelées sont intéressantes car, selon les inscriptions des temples, les anciens Égyptiens suivaient un plan de construction précis. Un plan qui avait été conçu par les divinités et qu'ils respectaient avec beaucoup d'attention. Ce plan était si précis et détaillé qu'il ressemble davantage à une reconstruction d'anciens sites plutôt qu'à la construction de quelque chose de nouveau. Pour étayer cette thèse, on peut ajouter qu'en Égypte, sous les structures connues, il existerait des lieux et salles soupçonnés depuis longtemps, mais pour lesquels aucune recherche approfondie n'a été menée. Pour l'Égypte. Nous reviendrons bientôt sur ce sujet avec une nouvelle vidéo, mais pour faire comprendre l'importance de ce qui pourrait encore être caché sous le sable en Égypte, il suffit de citer le cas du labyrinthe de Méridée. Décrit par Hérodote comme étant plus majestueux que les pyramides elles-mêmes, il serait composé de plus de 3000 salles, et dans les salles souterraines, toujours selon les témoignages des auteurs grecs, pourraient être conservées les dépouilles des divinités primordiales et les documents originaux d'où proviendrait toute la sagesse du peuple égyptien. Maintenant, si l'on admet qu'il ait existé une civilisation évoluée antérieure à celle que nous connaissons, de nombreux éléments semblent alors s'emboîter. Des découvertes comme Göbekli Tepe ou Gunung Padang n'apparaissent non plus comme des anomalies inexplicables, tout comme les ruines de Cusco, Machu Picchu ou Tiahuanaco. Le récit d'êtres divins qui s'incarnent en hommes et deviennent des guides pour l'humanité se retrouve en Égypte avec Osiris, en Crète avec Minos qui reçut les lois de Zeus, chez Moïse qui les reçut de Yahvé, ou chez Viracocha pour la civilisation Inca. Ce ne sont que quelques exemples, mais la liste pourrait être bien plus longue. Ce que nous trouvons dans ces anciens témoignages ne sont-ils que des mythes et des légendes issus de l'imagination d'auteurs anciens, ou cela suggère-t-il plutôt que notre histoire pourrait être bien plus complexe que ce que nous avons jamais osé imaginer ? Nous sommes maintenant vraiment curieux de connaître votre avis, écrivez dans les commentaires ce que vous en pensez. Nous reviendrons bientôt en parler car il y a encore beaucoup à dire, et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour soutenir notre travail. À la prochaine histoire.